à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Vous aurez remarqué très rapidement le changement de qualité d'image. Ça faisait des mois et des mois que j'attendais cette caméra, étant donné que quand j'avais commandé l'autre, on était en pleine pénurie post-Covid, enfin pleine pénurie pendant le Covid, de nombre de gens qui avaient commandé des webcams pour pouvoir faire leur travail à domicile. Bref, étant donné, donc à l'époque, les stocks étaient épuisés partout, ce qui fait que j'avais dû me contenter d'une saloperie chinoise qui a bien fait son travail, soit dit en passant, mais bon voilà, disons que la qualité d'image était un peu limitée, et c'était un peu la caméra qui coulole, machin, couleur saturée, etc. Bref, donc aujourd'hui on revient sur quelque chose d'un petit peu plus neutre, un petit peu plus professionnel. Désolé pour le temps d'attente pour avoir quelque chose qui soit digne de ce nom. En tout cas voilà, aujourd'hui on restera sur ce truc-là normalement, et j'espère que ce sera plus agréable en tout cas à regarder, plus naturel sur les couleurs, etc. Voilà, bref. Ceci dit, on passe très rapidement au marché aujourd'hui. La raison de cette émission n'est non pas donc de proposer une stratégie de trading pour ma part, toujours absolument pas suffisamment de volatilité, mais je vois des choses très intéressantes, et comme j'aime pas trop commenter les choses a posteriori, je préférais vous partager ces sentiments dès aujourd'hui, vous expliquer pourquoi les choses commencent à m'intéresser. Toujours à regarder mais non pas à agir. Il me semble qu'on se rapproche doucement donc du retour des volumes d'ici milieu, fin de semaine, voire la semaine prochaine. Beaucoup de choses se passent, on est très étiré sur certaines valeurs, on atteint des points où des choses très sensibles peuvent se produire. Je parle évidemment d'Apple, ayant brouté hier sur une session assez intéressante où vraiment le gap haussier est clôturé dans la journée, clôture qui se fait plutôt sur le bas. Ça sent quand même la fin sur Apple. Maintenant attention, on peut passer quelques jours ici, et en attendant, on a aussi quelques rotations qui peuvent se mettre en place. On va discuter de tout ça dans la partie contexte. Partie contexte que je vais passer très sincèrement, très rapidement, c'est-à-dire je vous mets immédiatement l'intégralité des choses ici. On va aller à l'essentiel. Par rapport à ce qui m'intéresse ici, c'est donc de noter côté Fear and Greed Index, est-ce qu'on repart sur un sentiment de nouveau Extreme Greed réellement, ou est-ce que c'est tout simplement là justement le piège à con, c'est-à-dire la divergence, le débordement des sommets, alors que le sentiment, lui, commence légèrement à se dégrader. Encore une fois, ça, c'est pas le sentiment des débutants, ça, c'est le sentiment smart money mesuré à partir des facteurs de risque multiples. Donc Fear and Greed, c'est pas absolument parfait, mais on va dire que c'est plus proche de la réalité qu'un sentiment, on va dire, auto-généré, comme certains peuvent faire souvent sur Twitter, de dire ah, j'ai l'impression que tout le monde est boule. Bon, en soi, on n'en sait rien. Donc je trouve toujours que Fear and Greed, au moins, ça ancre quelque chose dans la réalité, dans le sens où là, encore une fois, la mesure est récurrente. On connaît la composition de l'outil. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Et voilà. Alors, par contre, ce que je vais vous faire noter, c'est ce qu'il y a là-haut. Donc, j'ai l'impression que la smart money est en train de nous tenter un truc qui est assez intéressant et qui pourrait changer pas mal de choses dans les prochains jours, dans le cas où, évidemment, le Nasdaq ne se pète pas la gueule. Donc ça, c'est bien la première des conditions pour réussir à maintenir les marchés là où ils sont actuellement, c'est-à-dire sur le sommet historique du S&P 500. Il faut maintenir deux conditions absolument essentielles. Si une des deux se chie, ça marchera pas. Donc la première, il faut que les techs restent en place. C'est-à-dire qu'il faut pas que les techs se pètent la gueule. Il faut juste que ça reste en range pendant peut-être quelques jours. Comme on voit, Apple est essoufflé, mais il faut pas que ça dérouille. Si ça dérouille, ça va vraiment chier violemment. Par contre, et on voit hier, c'est le Dow Jones qui tire. Rappelez-vous, avant, dans notre pattern, c'était même plutôt tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, on avait tendance à voir le Nasdaq tirer le S&P 500, quand le Dow Jones était un petit peu palichon. Donc là, et j'ai vu passer ce graphique plusieurs fois, je vois pas mal de gens, donc plutôt des hedge traders, ça c'est plutôt typique smart money, commencer à proposer des hedging valeurs industrielles versus valeurs technologiques. C'est-à-dire arrêter de miser sur la hausse ou la baisse du marché, mais simplement miser sur la réduction des spreads. Autrement dit, dire bon c'est clair, les techs sont carrément surévalués, mais en fait on s'en fout de savoir si le marché va monter, baisser, nous on va simplement parier sur la réduction des amplitudes. Autrement dit, il y a un vrai retard ou une avance sur les techs. On va vraiment aller très simple. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on sait, c'est que ça va probablement se réduire. Soit il va y avoir un rattrapage des valeurs industrielles à l'achat, et dans ce cas-là, parier sur le spread, ça va vous faire gagner de l'argent, puisque dans ce cas-là, les techs stagnent, les valeurs industrielles rattrapent. Autrement dit, le Dow Jones est plus performant que le Nasdaq. C'est vraiment ce pari-là, je pense, qui est en train d'être mis en place. Maintenant, je pense et je vois simplement les premières prises de position dans ce hedge. Il va falloir voir s'il valide dans les prochains jours, et surtout dans quel sens. C'est ça qui est très important, parce qu'il faut bien comprendre que la mise en place de ce hedge va consister à acheter le Dow Jones et vendre le Nasdaq. Ce qui veut dire que le Nasdaq étant
étant le cul entre deux chaises et manquant clairement de liquidité, si ça se pète la gueule sur le Nasdaq parce que la smart money fait ce hedge trade, ça peut déclencher l'éclatement de la bulle sur le Nasdaq. Voilà. Donc c'est simplement, je vous dis, alors encore une fois, ça nécessite une bonne connaissance du marché, c'est pas les mecs de Robinhood qui vont vous sortir ça, mais il est important de comprendre donc que la mise en place de ce hedge peut causer un effondrement spéculatif, et encore une fois, la smart money en sera très contente. C'est-à-dire qu'elle, à mon avis, elle s'en fout de savoir si on va acheter les valeurs techno, enfin les valeurs industrielles maintenant parce qu'on sait plus quoi acheter, et dans ce cas-là, le hedge rapportera de l'argent. Soit, bon, on est allé trop loin, ça va péter, les techs vont s'écrouler, dans ce cas-là, on gagne de l'argent. Vous comprenez la stratégie qui est quand même très intelligente, et beaucoup plus intelligente que de dire « Ah, les techs vont s'effondrer demain, ou ceci, cela, ou le marché est boule, faisons du trend following ». C'est beaucoup plus intéressant que ça, et beaucoup plus intelligent. Et je pense que c'est ça qui est à suivre dans les prochains jours. Bref, ce qu'on note par contre, et qui peut être un aspect très intéressant, regardez sur les FUT aussi, DAX, Nikkei, etc. Tout le monde semble vouloir s'euphoriser, mais regardez le VIX à côté, toujours pas très bandant celui-là, à surveiller, et surtout, regardez les taux. Ça ne suit absolument pas. Vous avez les marchés actions comme ça, les taux qui vont comme ça. Il y en a un des deux qui ment. Je ne sais pas lequel c'est, mais j'ai plutôt tendance à suivre le mouvement sur les taux. Et ça m'invite plutôt à dire attention aux actions. Parce qu'évidemment, si le facteur risque revient avec un effondrement spéculatif sur les techs, immédiatement, tout le secteur action va s'écrouler, et en même temps, évidemment, que les contrats de taux. Alors quand je parle de s'écrouler, je parle juste de consolider, hein, c'est-à-dire de mettre fin aux tendances qui ont été initiées sur le point bas du coronavirus. Évidemment, ces tendances étant maintenant installées, on a constitué pas mal de supports qu'il va falloir aller revisiter les uns après les autres. Donc je maintiens encore pour ma part, pas de bear market à venir, etc., mais des replis pour venir chercher tous les retardataires après que, évidemment, la plupart se soient posé la question de savoir s'il faut FOMO ou pas, puisque c'est un peu la question du moment. Phil, j'ai raté le point bas du Covid, comment je fais? Est-ce que j'achète maintenant n'importe comment? Est-ce que j'essaie de trouver des valeurs intéressantes, etc. La réalité, c'est que tout est très cher maintenant, et que la seule solution, c'est que, en fait, quand vous n'avez que des mauvais choix à faire, il vaut peut-être mieux ne pas faire de choix et attendre tout simplement que peut-être à terme un bon choix se propose. Pour l'instant, en tout cas, moi, agir comme ça sous les résistances en mode j'ai envie d'investir parce que tout le monde investit et j'ai peur de rater le train, ça me semble être une très mauvaise décision. Bref, on passe au graphique, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors la première des choses, on va faire la lecture corrélée, donc rappelez-vous un petit peu tout ce schéma-là. Donc pour l'instant, on voit que tout le monde a plutôt tendance à monter ensemble, donc les phases de décorrélation qu'on avait vues sont plutôt pour l'instant en phase de rattrapage. Maintenant, moi ce qui me choque toujours, c'est donc ces mouvements complètement linéaires du top 5 qui sont relativement dangereux puisqu'on casse même donc des trendlines par le haut, donc volonté d'accélérer. Est-ce que c'est la dernière des poussades ou bien est-ce que on a encore du potentiel? Sur le Nasdaq, pour ma part, en cas de franchissement haussier ici, une accélération complètement parabolique peut se mettre en place. On a déjà travaillé ça dans le Discord et je me semble qu'on en avait parlé ici également. Faites très attention sur le Nasdaq. Je sais que beaucoup de gens s'imaginent que ça va trop loin et que etc. Oui, certes, on est probablement sur la dernière vague en 4 heures et attention, ça peut court-termiser les prises de risque sur l'horaire, sur le 15 minutes et c'est dans ces phases-là terminales que les phases verticales et complètement vertigineuses peuvent se mettre en place. Évidemment, la court-termisation est une structure parabolique qui fait que quand on a épuisé le 4 heures, on va essayer de construire des canaux horaires, puis on en sort par le haut, et quand on a épuisé l'horaire, on va essayer de le faire en 15 minutes, mais ainsi de suite. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui a une fin inéluctable. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue jusqu'à se bouffer entièrement. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus de time frame à exploiter, on s'écroule. C'est ça l'effondrement spéculatif. Donc on surveille tout ça. Maintenant, pour l'instant, c'est plutôt marché haussier, donc on fait très attention. Maintenant, moi, ce que je vais vous faire noter, c'est donc on va dire le point crucial de la journée pour ma part. Hier était une journée très boule, mais malheureusement, le DAX a explosé tellement vite que pour ma part, j'ai pas trouvé la moindre opportunité pour me mettre dedans. Je me suis fait chasser la position d'ailleurs, je n'en ai plus à la vente, ils me l'ont chassé ce matin. Donc la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que c'est un piège sur cette trendline? Parce que pour l'instant, pour moi, on n'a pas débordé le sommet, donc on est toujours dans des phases de range, et ça peut n'être que le fameux donc piège à gland, un peu le dernier rebond pour faire croire que, et voilà. Les volumes sont absolument faibles, donc je fais encore une fois très attention, c'est-à-dire que si hier vraiment on avait eu une grosse session, gros volume, je me serais dit bon d'accord,
Sauf que là, hier, ça sent surtout, comme je vous dis, le hedge, c'est-à-dire on sent qu'il y a du volume qui arrive sur certaines valeurs, mais des valeurs plutôt défensives, et j'ai l'impression que l'autre patte du hedge va pas tarder à se voir sur les valeurs offensives. Bref, comment je surveille ça? Je surveille ça en regardant les produits dérivés qui mesurent le risque. Hier, je note que les junk bonds sont effectivement venus chercher des niveaux assez importants. La grande question que je me pose maintenant, c'est de savoir si ça aussi c'était un piège hier, et dans ce cas-là, on termine une consolidation en deux vagues et on attaque une vague très puissante à la baisse derrière qui, je pense, nous dirigera vers les supports qu'on n'a pas vu depuis juillet, donc du risque retour de volatilité. En même temps, évidemment, on regarde les taux. Ce qui me fait absolument halluciner hier, c'est la dichotomie complètement folle qu'on a. Normalement, vous ne pouvez pas avoir un 30 ans baissier et des junk bonds haussiers. Ça traduit deux choses complètement différentes. Ça veut dire que sur des horizons moyen terme, on s'inquiète considérablement, alors que, en fait, autant acheter les plus grosses daubes. On a peur, mais on va acheter les plus grosses daubes. C'est vraiment, vous voyez, cette dichotomie du sentiment qui m'invite à penser qu'il y a des hedges qui se mettent en place, et qu'on arrête de parier aujourd'hui sur un vrai sentiment directionnel, mais plus de dire, on ne sait pas où on va, et quand la smart money fait ça, attention, ça veut dire que les volumes de smart money sont en train de rentrer, et généralement, le volume n'est pas le meilleur ami des bulles spéculatives. Donc, je vous invite toujours à être très prudent sur les prochains jours. Voilà. On pourrait regarder les graphiques S&P 500, Nasdaq, etc., tout ce que vous voulez. Ça ne sert à rien, d'accord, pour moi, les prix sur lesquels on est n'ont absolument aucun sens. On déborde des écarts type trimestriels. Donc, c'est bien vous dire que là, c'est pas simplement d'installer la tendance haussière, c'est d'aller chercher du paroxysme. Donc, moi, personnellement, ces prix-là ne m'intéressent absolument pas. Donc, j'attends toujours que ce marché se rationalise. Pour l'instant, il ne veut pas le faire. Donc, pour moi, on est dans le même schéma que la fin d'année dernière, à savoir, je ne peux absolument pas travailler, donc je ne force pas la musique. Je sais évidemment comment ces choses-là vont se résoudre, c'est-à-dire qu'on va avoir un retour de pétard très violent dans la gueule, mais voilà, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, voilà comment est la bourse, elle est administrée, et évidemment, quand on va trop loin, ça se pète la gueule, on explose la volate, on dérouille tous les stop-loss de ceux qui sont restés dans le marché, autrement dit, difficile de construire des portefeuilles moyen terme dans de telles conditions. Donc, je vous invite encore une fois, si vous êtes plutôt investisseur, à être très patient. Voilà, sur ce, je pense qu'on a assez d'éléments aujourd'hui pour passer à la conclusion. Ok, le message d'aujourd'hui, c'est toujours pas de stratégie, en tout cas pour ma part. Pour un trader swing, c'est carrément impossible de trader en ce moment. En tout cas, si vous voyez des stratégies de trading, donnez-les-moi parce que clairement, moi, sur les indices, je ne vois rien à faire. Hier, un signal pourrait avoir été envoyé, mais il va falloir le confirmer aujourd'hui parce que, mis à part le Nikkei qui a tenté de s'affranchir de son niveau, mais encore une fois, attention, il suffit que le yen se renforce très rapidement avec une prise de risque à Wall Street. Je vous dis, si la patte du hedge fait déclencher des mouvements de baisse sur des valeurs technologiques qui sont et qui se tradent sur des volumes très faibles depuis plusieurs semaines, attention, attention. Je note aussi la séance d'hier sur Apple qui pourrait marquer au moins le début d'une phase de range, c'est-à-dire donc calmer le momentum haussier. Attention, calmer ne veut pas dire que dans l'immédiat, l'effondrement spéculatif doit se mettre en place d'ici demain, après-demain, mais on surveille. Donc, d'un côté, ce risque avec l'entrée probable de la smart money sur ce marché en cette fin d'été et ce retour de volume progressif qui pourrait causer en tout cas une réduction des spreads. Est-ce que cette réduction va se causer sur la hausse de l'ensemble des marchés financiers? Autrement dit, on oublie l'effet valeur et on préfère jouer l'effet valeur relative, c'est-à-dire dire on s'est trop écarté entre les valeurs qui sont peu achetées et des valeurs qui sont complètement surachetées. Donc autrement dit, on joue la réduction des spreads. Dans quel sens ça va se dérouler? Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que les autres marchés sont largement en retard. Donc toute la question pour naviguer aujourd'hui, tout ce qui est marché asiatique ou marché européen, dépend intégralement de la résolution de ce hedge. Autrement dit, si vous prenez des paris spéculatifs sur le DAX hier, par exemple, sur le gap haussier, soyez conscient que tout ça, ça peut s'écrouler en une seule journée. Ça dépend de la réponse de Wall Street. Réponse qui pour l'instant tente effectivement à favoriser ce hedge puisqu'il est donc très rentable et on voit bien que pour l'instant et ce matin encore le Dow Jones est le surperformant, ce qui m'invite toujours à penser que j'ai bien le bon scénario. Maintenant mettre en place ce hedge pour ma part me semble toujours un petit peu tardif puisqu'il s'est mis en place depuis 3 jours. Je vous le partage aujourd'hui non pas pour que vous le tradiez mais pour que vous preniez compte des informations que je vous partage. Vous dire que ce qui va se produire dans les prochains jours est probablement quelque chose de très technique et que c'est de la smart money qui trade. Notez d'un autre côté l'autre dichotomie complètement folle du sentiment, la hausse des junk bonds face à la baisse des 30 ans.
D'accord? Donc, notez bien ça, la smart money ne sait pas où elle va attendre qu'une décision se mette en place, et elle parie pour l'instant plus sur des paris, à mon avis, plus intelligents que la hausse et la baisse, ce qui m'invite à penser que si vous êtes dans les paris haussiers baissiers pour l'instant, vous avez plutôt intérêt à être très intelligent vous aussi, c'est-à-dire accepter d'avoir tort si jamais ça marche pas. Je comprends tout à fait l'aspect trend following, etc. Pour ma part, aujourd'hui, augmenter l'exposition acheteuse du portefeuille swing est totalement hors de contexte puisque je n'ai aucune visibilité. Donc, laisser courir les achats sans couverture pour l'instant, c'est très inconfortable pour ma part. Mais évidemment, il va de soi qu'au moindre signal, je remets en place les mêmes stratégies, c'est-à-dire recherche de couverture, etc. Pour l'instant, la volatilité est inexistante, le S&P est sur son sommet historique, donc je suis sans couverture. Voilà. Et pour l'instant, malheureusement, il va falloir attendre. Voilà. D'ailleurs, attendez, je vois, voilà, ça n'existe plus, hein, donc plus de couverture. Le Nikkei a sauté également avec le débordement du sommet. Donc voilà, plus de couverture pour ma part sur les indices. Donc une exposition toujours assez marginale aux actions pour moi, mais je suis toujours très inconfortable avec cette idée-là, donc de, on va dire, sortir sans couverture dans un marché qui, je trouve, commence sérieusement quand même à manquer de souffle. Donc voilà, on garde pour l'instant la petite euphorie court terme du sommet historique du S&P 500. On peut dire encore une fois merci à Apple, puisque c'est grâce à elle que tout ceci a pu être mis en place. En tout cas, elle y a considérablement participé. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, et je vous publie une émission éducative un peu plus tard dans la journée, normalement. Plutôt, on va dire, cet après-midi, si j'ai le temps. Mais voilà, j'ai prévu donc de vous faire la TL3 cet après-midi. En tout cas, c'est prêt, il faut juste que je trouve le temps de l'enregistrer. Voilà, bye bye.